Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet d'intégration. Pour choisir le sujet, en fait, mon équipe et moi on s'est penchés sur un enjeu qui était important pour nous, la pollution. Puis on sait que le plastique est un facteur qui crée beaucoup de pollution. Donc en fait, le plastique, on le retrouve partout, que ce soit dans des sacs non réutilisables, ou le suremballage à l'épicerie, ou tous les objets qu'on peut faire de plastique, dont les bouteilles d'eau de plastique à usage unique. On sait que le marché de bouteilles d'eau est un des marchés des boissons le plus rapide au monde. Donc, on sait que le plastique est nocif pour l'environnement, mais nous, on voulait savoir, est-ce que c'est nocif aussi pour l'humain? Donc, c'est pour ça que notre titre, ici on peut le voir, le plastique nocif pour tous. Donc, en fait, nous, on s'est posé la question suivante. Notre question de recherche, c'est est-ce que la concentration de microparticules de plastique dans l'eau des bouteilles d'eau à usage unique faites de plastique PET lors de leur réutilisation atteint le seuil nocif pour l'humain? Donc, nous, notre hypothèse, c'est qu'on pense que oui. Nous pensons que si une bouteille d'eau à usage unique faite de plastique PET est réutilisée, la concentration de microparticules de plastique dans l'eau pourrait augmenter et même atteindre le seuil nocif pour l'être humain. Donc, en fait, le plastique le plus utilisé est le plastique de type 1. Ici, on peut voir. C'est le plastique qui compose le PET. Le PET, ça veut dire le polytérafaltate d'éthylène. Donc, ce plastique-là est composé de polymères. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne de monomères qui sont assemblés ensemble chimiquement pour former une macromolécule. Donc, cette chaîne est composée d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Puis, le polymère le plus utilisé pour faire du plastique en général, pas uniquement les bouteilles d'eau, est le polyéthylène. Et on peut le nommer PE. Sa formule chimique, c'est CH2CH2. Le plastique qui nous intéresse, nous, c'est le plastique PET, puis il est formé de plusieurs monomères différents. Donc, les monomères sont enchaînés en alternance avec de l'acide teraphatique et de l'éthylène glycol. Puis, pour faire sa formation, il faut faire une polymérisation. Puis ça veut dire qu'en enchaînant les monomères ensemble, il va y avoir une molécule d'eau qui va être libérée. Puis le plastique PET, dont lui qui fait les bouteilles d'eau, peut être endommagé soit à cause d'une dégradation thermique, donc due à la chaleur, ou si le plastique est exposé à des rayons UV. Donc, le mécanisme de dégradation du plastique dû à la chaleur, c'est que la chaleur va faire une scission aléatoire. Donc, ça veut dire que ça va couper la chaîne de polymère. Puis, en fait, ça va faire descendre sa masse molaire. En fait, quand le plastique va être exposé à la chaleur, ça va rendre le plastique plus fragile. Donc, ça se peut qu'il y ait des fissures au travers de celui-ci, puis il va perdre plusieurs propriétés qui étaient importantes. Donc, nous avons décidé d'étudier théoriquement les effets que pouvaient avoir les rayons UV et la chaleur sur le plastique PET. Un rayon UV, en fait, c'est une onde électromagnétique, puis sa longueur d'onde peut aller de 10 à 400 nanomètres. Puis ça fait partie du spectre électromagnétique. Puis la longueur d'onde de rayon UV est plus courte que celle de la lumière, par contre, elle contient beaucoup plus d'énergie. Puis les rayons UV sont produits par le soleil. Puis quand les particules de plastique d'une bouteille d'eau sont exposées au soleil, il va y avoir un phénomène qui se produit qui s'appelle la photooxydation. On peut aussi l'appeler la photodégradation, ça veut dire la même chose. Donc, cela consiste à, en fait, ça va fissurer et ça va désintégrer le polymère. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une rupture entre les liaisons des atomes de ce polymère-là. Donc, ça va faire que ça va fragiliser l'objet que est fait, dans le fond, le plastique. Donc, cela va réduire la masse molaire du polymère. Et ça va beaucoup fragiliser l'objet et donc, à cause que le plastique va être plus fragile, puis aussi le polymère il sera plus linéaire, donc l'objet va beaucoup perdre de sa rigidité aussi. Nous avons fait des recherches pour découvrir l'effet de la chaleur sur le plastique. Puis on a découvert une étude qui a été faite sur une période de 10 jours pour voir à différentes températures si ça avait un effet différent sur le plastique PET. Donc on a analysé à des températures différentes, soit à 20, 40, 50 et 60 degrés Celsius.
Puis en fait, là, à chacune de ces températures-là, on a analysé les concentrations, puis on a découvert que plus la température augmente, plus les concentrations en formaldéhyde et acétaldéhyde augmentent. Ici, on peut voir un graphique qui a été fait par les personnes qui ont fait l'étude. Puis ça présente bien comment la libération de formaldéhyde à acétaldéhyde augmente plus la température augmente. Un autre effet que nous avons découvert en faisant nos recherches sur la chaleur est que la chaleur crée une libération d'antimoine. Donc, une étude qui a été faite au Qatar qui démontre que la concentration en antimoine est plus grande à une température de 50 degrés Celsius qu'une température à 24 degrés Celsius. Puis, cette concentration-là, à 50 degrés Celsius, elle dépasse même le taux de consommation en antimoine qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Puis ce taux-là est de 6,11 microgrammes par litre. Ces études-là peuvent être valides dans la vie de tous les jours pour nous, puisque en été, par exemple, lorsqu'il fait 22 degrés Celsius dehors, à cause de l'effet de serre, la chaleur à l'intérieur des voitures peut augmenter en 60 minutes jusqu'à 47,2 degrés Celsius. Donc, si on laisse les bouteilles d'eau l'été, par exemple, dans notre voiture, il peut y avoir libération de antimoine, formaldéhyde et acétaldéhyde. Donc, pour ce qui est des effets de la santé, en fait, on a découvert sur Internet que si une personne est exposée à de l'antimoine, ça peut avoir beaucoup d'effets néfastes sur la santé. Ça peut causer des risques de cancer. Puis, on a même détecté chez des femmes qui ont été exposés à de l'antimoine, peut-être provenant des bouteilles d'eau, que le lait maternel, les tissus placentaires et le liquide amniotique contenaient des traces. Donc ça pourrait être néfaste soit pour la femme et pour le futur enfant si la femme devient enceinte. Puis les effets physiques et chimiques des microparticules de plastique sont encore étudiés à ce jour. Par contre, selon certaines études, on peut voir que la présence de microparticules dans le corps humain peut avoir des impacts sur la flore microbienne et aussi peut avoir des impacts au niveau de l'inflammation du corps. Puis les particules de plastique sont très petites, donc quand ils sont ingérés, elles vont dans le système digestif. Puis ensuite, ils vont être absorbés, donc ensuite, ils vont aller dans le sang et dans le réseau lymphatique. Donc, ils vont pouvoir se propager partout dans le corps. Puis, on a même découvert qu'il y avait des traces de particules de plastique dans des cellules cérébrales. Donc là, en fait, leur toxicité peut avoir des impacts partout sur tout le corps. En faisant d'autres recherches, on a découvert que d'autres composantes du plastique peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. Ces composantes peuvent être dans le plastique et aussi peuvent être retrouvées dans l'enrobage de certains médicaments. Ces substances sont le bisphénol A et le sphalactate. En fait, là, ça peut avoir des impacts au niveau de l'homme. Donc, l'homme peut avoir la dysgénésie testiculaire. Et chez la femme, ça peut avoir des impacts comme antimoine sur le placenta, le lait maternel et le liquide amniotique qui pourraient amener des complications pour le futur fœtus. Donc, pour faire notre expérience, on s'est basé sur 3 critères. En fait, on s'est dit, une personne normale qui utilise une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'elle peut faire avec elle? C'est pourquoi on s'est basé sur le critère de la réutilisation, la chaleur et les rayons UV. Donc, notre expérience consiste à dénombrer le nombre de microparticules qui sont contenues dans la bouteille d'eau avant la réutilisation et après la réutilisation pour voir s'il y a une augmentation. Puis aussi, on va faire ça pour le paramètre chaleur et le paramètre UV. Donc, pour trouver comment on allait faire pour dénombrer le nombre de microparticules, on s'est fié à une étude qui s'est faite par l'Université de Fredonia. En fait, eux, ils ont découvert qu'il y avait en moyenne 10,4 microparticules de plastique dans 1 litre d'eau. Donc là, on s'est dit, vu qu'on a des bouteilles de 500 ml, qu'il allait avoir en moyenne 5,2 microparticules. Par contre, si on passe ce 500 ml d'eau-là au microscope, ça va être très difficile d'observer s'il y a des microparticules, vu qu'en moyenne, il y en a juste 5,2. Donc, on a décidé d'y aller en fait avec la méthode de filtration à gène. Donc ça consiste à pomper toute l'eau
puis de la filtrer dans un filtre de cellulose. Puis ce filtre-là, il y a des trous assez petits pour laisser passer tout, sauf les plus gros particules, dont les microparticules de plastique. Donc ensuite, ça va être plus facile de les observer sur un filtre. Pour compter les microparticules de plastique qui sont sur les fils de cellulose, on s'est fait des critères de sélection. On a fait ces critères-là de sélection après avoir fait plusieurs observations de microparticules, puis on s'est entendu sur certains critères afin que toutes les microparticules qu'on compte y soient semblables. Donc, on est venu à un consensus que si la particule était transparente, si elle avait une surface plane ou irrégulière, ou si ça pouvait ressembler à un filament, on pouvait les compter comme une microparticule. Ensuite, pour que notre expérience soit représentative, il faut prendre des bouteilles d'eau dans toute la ville de Québec. C'est pourquoi, en fait, on est allé prendre des bouteilles d'eau dans différents marchés et dans différents quartiers. Ces bouteilles d'eau-là contenaient des lots différents. Puis, en fait, là, pour que ça soit représentatif, nous, on a pris la technique d'échantillonnage par grappe. Donc, c'est vraiment une sélection aléatoire dans différentes épiceries ou différents dépanneurs. Puis, en fait, là, pour qu'un échantillonnage soit efficace, il faut prendre environ 15 bouteilles. C'est pourquoi on va avoir 15 bouteilles par paramètre évalué pour que ça soit efficace. Puis ensuite, chaque membre de l'équipe était censé aller acheter des bouteilles d'eau dans différents commerces, dans différents endroits de la ville. Après plusieurs expériences préliminaires, on en est venu à avoir un protocole super précis à comment faire nos expériences. Donc, pour l'expérience de la réutilisation, au début, il aurait fallu noter chaque bouteille d'eau de 1 à 15 pour pouvoir bien les identifier. Ensuite, il faut faire les témoins négatifs. Donc, il va falloir dénombrer chacune des bouteilles d'eau, à savoir il y a combien de microparticules sans même avoir eu une utilisation. Puis ça permet de voir s'il y a eu une augmentation entre 0 utilisation et 10 utilisations. Puis chaque bouteille d'eau aurait un témoin négatif qu'on utiliserait comme référentiel. Donc ensuite, après avoir dénombré pour 0 utilisation, il aurait fallu commencer par faire nos réutilisations. Donc pour simuler une réutilisation, il faut premièrement vider la bouteille d'eau. Ensuite, on laisse couler l'eau du robinet environ 5 minutes pour s'assurer que l'eau qui sort du robinet n'est contaminée par aucune substance du tuyau. Ensuite, on la remplit jusqu'à 500 ml. On la brasse pendant environ 30 secondes pour simuler une utilisation. Et on la laisse reposer sur le comptoir pendant 24 heures à température pièce. Ensuite, on répète ce processus-là pour 10 utilisations. Donc, du lundi au vendredi pendant 2 semaines. Puis après ça, ça va faire 10 utilisations. Puis on va pouvoir faire le dénombrage et compter chaque bouteille d'eau contient combien de microparticules. Pour ensuite évaluer le paramètre chaleur, donc on fait une autre expérience. Il faut premièrement faire leur témoin négatif comme qu'on a fait avec le paramètre utilisation. Et aussi, il faut les numéroter. Donc, après avoir fait ça, on les remplit une première fois et on les laisse dans l'étuve pendant une semaine à une température de 50 degrés. Puis ça permet de simuler un effet, une exposition normale à la chaleur. Ensuite, après une semaine, on les sort puis on fait un dénombrement de chacune des bouteilles. Ensuite, pour le paramètre UV, on fait une autre expérience. Donc, pour celle-ci aussi, il faut dénombrer les témoins négatifs. Ensuite, il faut les numéroter et on les vide et on les remplit une fois. Puis ensuite, on va les exposer, ces bouteilles d'eau-là, pendant une semaine, environ 1 heure par jour, à des rayons UV, à l'aide d'une lampe UV qui se trouve dans le laboratoire de l'école. Puis ça va représenter une exposition à des rayons du soleil. Puis ensuite, après une semaine, il va falloir évaluer s'il y a plus de microparticules dans l'eau. Donc, on va aussi les dénombrer. Donc, il est important pour ces 3 paramètres-là de faire 3 expériences distinctes. Il ne faut pas les mélanger ensemble, puisque si on les mélange ensemble, on ne sera pas capable d'évaluer chacun paramètre, c'est quoi leur effet. Donc, utilisation, on veut juste évaluer l'effet de l'utilisation. Après ça, le paramètre chaleur, on veut juste évaluer son paramètre chaleur. C'est pourquoi on ne fait aucune utilisation. Et UV aussi, on veut juste évaluer l'effet des rayons UV. C'est pourquoi on ne fait aucune utilisation aussi.
Donc, ici sur le PowerPoint, on peut voir moi et Rose, ma partenaire, qui se pratique à vérifier et à compter le nombre de microparticules. Puis la photo, elle a été prise par Florence. Pour faire le dénombrement, après aussi plusieurs essais, on est en venu avec une technique qui était la plus simple pour nous, puis efficace. Donc, premièrement, il faut mettre le fil de cellulose sur la pompe. Puis, on pompe ensuite une bouteille d'eau. Quand c'est fini, on prend le filtre et on l'apporte en dessous de la lampe binoculaire. Et il faut faire attention pour ne pas enlever des microparticules. Rendu sur la lampe binoculaire, il faut ajuster à la vue de la personne et aussi que la personne soit à l'aise. Puis, comment on dénombre? En fait, le fil de cellulose est divisé par cases. Donc, on commence avec les cases en haut, puis on compte case par case, il y a combien de cellules, microparticules. Puis, l'observateur va avoir un compteur à la main. Donc, ça va pouvoir l'aider à compter combien il y a de microparticules. Oui, il ne faut pas oublier de fermer la porte du local, puisque s'il y a des gens qui passent, ils pourraient apporter de l'air qui contient des nouvelles microparticules ou enlever des microparticules. Donc, c'est important pour que nos résultats soient plus justes de fermer la porte du local. Donc, pour ce qui est des résultats, même si on n'a pas fait de l'expérience à cause du coronavirus, avec les recherches, il est possible qu'on fasse des conclusions. Donc, avant même la réutilisation, selon plusieurs recherches sur Internet, ça dit qu'il y a déjà présence de microparticules. Donc, nos témoins négatifs auraient eu des microparticules. Ensuite, avec les études qu'on a regardées, le paramètre chaleur qui coupe le polymère et les UV qui créent de la photooxydation et qui fait des fissures et fragilise le plastique, on pense que les exposer à ces paramètres-là, ça va créer encore plus de microparticules. C'est pourquoi on peut confirmer notre hypothèse qui disait qu'on pense que la réutilisation exposé à un paramètre de chaleur et exposé à un paramètre UV, la concentration de microparticules du plastique PET devrait augmenter. Puis ça, en fait, même s'il y a encore des recherches qui se font à ce jour, on peut voir qu'il y a des effets nocifs sur la santé des humains. Ici, on peut voir dans mon PowerPoint qu'il y a un graphique qui démontre qu'il y a beaucoup plus de microparticules dans des bouteilles d'eau que dans l'eau normale du robinet. Avec les recherches qu'on a faites, on a découvert que dans l'eau du robinet, il y avait déjà présence de microparticules qu'on nomme des microbilles. Donc en fait, ça serait dû à des produits cosmétiques que les femmes utilisent ou les hommes. Aussi à des fibres synthétiques des vêtements qu'on peut retrouver dans l'eau à cause des machines à laver qui lavent les vêtements. Ou aussi les microbilles pourraient provenir des voitures. Donc, pour conclure, mon équipe et moi, on est venus avec une solution qui est bonne pour l'être humain et pour l'environnement. C'est des bouteilles d'eau réutilisables. Puis ça permet de limiter le plastique. Puis pour toute autre utilisation de plastique, c'est vraiment important de trouver des solutions durables. Puis ça va permettre de limiter la consommation de plastique dans tous les domaines de la vie humaine des êtres humains. Donc, merci de m'avoir écouté sur mon projet.